De recherche, je sais pas, je m'adresse à quelqu'un en particulier là, qui lève la main en étant concis si possible, pas, voilà, pas trop long. Alors, en étant concis, alors d'abord je peux te dire une chose. En faisant partie des chercheurs de la région, j'ai trouvé malheureux et comique, d'accord, que les principaux antisémites s'intéressent à l'affaire, osent prêter ou suggèrent que j'ai dû faire antisémitisme dans des travaux. D'accord? Tu vois de qui je parle, c'est le plus gros antisémitisme. Non, je le dis, c'est le plus gros antisémitisme de la région. Mais accusé d'antisémitisme de sa part, lui qui a une déclaration sataniste et fasciste, j'ai trouvé ça royal. Ça, on est bon. Et on ne citera pas le nom de Nick. Bon, ceci étant dit, ma question est en même temps un tout petit exposé. Ce que je ne comprends pas, pourquoi Planta se relie ici au Mérovingien, alors que de 460 date probable de la pose de la première pierre de la forteresse visigothique, jusqu'à 1209, date de l'invasion par les seigneurs du Nord et donc de l'éviction des seigneurs de Rété, descendants de Mérovingien. Pourquoi Plantard se réfère au Mérovingien alors qu'aucun Mérovingien n'a jamais mis le pied ici? Ensuite, la deuxième question que je me pose, c'est pourquoi vouloir à tout prix faire des Mérovingiens et autres voyous, capétiens, carolingiens, valois, bourbons, je t'en passe. Pourquoi vouloir en faire, ou faire de l'un d'entre eux, un descendant apte à régner sur le royaume de France, alors qu'on sait très bien que les Mérovingiens ont été catholicisés bien après que les Visigoths aient été christianisés, mais c'était du christianisme arien, d'accord? Et pourquoi chercher du sang juif, de Jésus, de qui tu veux, de Mangathèse, dans les descendants mérovingiens, dans tous les mérovingiens, ils n'en ont jamais eu. En plus, le fait que on attribue à la femme de Mérové un accouplement avec une bête, alors on peut le tourner comme vous voulez, qui n'est ni plus ni moins qu'une sorte de reptilien, d'accord? Donc, on voit déjà comment les Mérovingiens vont se positionner, d'accord? Je ne comprends pas. En plus, bon, si on parle de Jésus, de Marie-Madeleine, si on parle du message laissé, et tu es le premier à bien savoir les choses, d'accord? Comment Plantard peut-il s'octroyer une descendance mérovingienne ou amener les Mérovingiens à une certaine importance? Les Mérovingiens, jusqu'en 480, les Francs d'abord, jusqu'en 480 des boîtes, c'était des purs païens, des purs polythéistes. Et ils se convertissent parce qu'ils ont compris, les mecs, que vu que l'Église catholique a déjà pas mal sévi dans le royaume de France et la Gaule, ils se disent, si on se convertit au catholicisme, non seulement on s'octroie les gallo-romains et le peu de couleur, mais en plus, quand on va foutre une branlée à la rive 2, on aura une cinquième colonne que les Allemands auraient rêvé à voir quand ils sont envoyés la France. Alors, Plantard, c'était pas un con. Passons sur le côté pendant la guerre, ça c'est un autre problème. Mais Plantard, c'est pas un con. Comment se fait-il que les Visigoths n'apparaissent pas? Alors que Plantard ne peut pas ne pas savoir qu'aucun des Mérovingien n'existe. Même au 7e siècle, il y avait ici des comtes de lignée royale représentant le roi Visigoth, qui était à Tolède. C'est-à-dire l'un des derniers Visigoths descendants de roi de ces rois, c'est le comte Béra. Il n'y a pas de Mérovingien. Explique-moi. Alors, je vais faire une réponse, après mes confrères en feront peut-être une autre, parce que comme vous l'avez remarqué, on étudie tous sous des angles des fois sensiblement différents le même sujet.
En ce qui me concerne, pourquoi les Mérovingiens? Précisément parce qu'il y a cette origine extraordinaire des Mérovingiens. Et on comprend que c'est ça qui, dans l'histoire des Mérovingiens, retient l'attention de Plantard, c'est-à-dire que les Mérovingiens sont issus d'un croisement et ils sont les porteurs d'une lignée extraordinaire. Plantard a évoqué ce thème en téléguidant le livre La race fabuleuse de Gérard de Selde, où il donne son interprétation de la légende. C'est-à-dire qu'il faut savoir la lire, et pour lui, savoir la lire, eh bien, c'est voir, alors c'est la croyance de Plantard, on est bien d'accord, c'est voir une origine extraterrestre chez les Mérovingiens. Alors ça, quand j'ai dit ça, c'est quelque chose qu'on m'a reproché également, mais c'est dans les textes, c'est-à-dire que les textes plantardiens, de façon plus ou moins explicite, reviennent toujours sur cette thématique du croisement entre une lignée humaine et une lignée qui viendrait d'ailleurs. Les Mérovingiens, par rapport à leur légende, offraient cette possibilité d'évoquer cette lignée issue d'un croisement extraordinaire. Et on a ça constamment dans les écrits plantardiens, ceux qui concernent Rennes le Château, puisque dans Capitale secrète, inspiré donc à Deloup et Bretigny, on revient sur cette origine extraterrestre d'une partie de l'humanité. Il y a une digression qui est passée inaperçue à l'époque dans le livre, mais où Plantard fait dire donc à Deloup et Bretigny très clairement que le secret du prieuré de Sion, le secret qui fait trembler l'Église, c'est la véritable compréhension de l'épisode génésique, donc du croisement entre les filles des hommes et les fils des dieux, épisode évoqué par la Genèse, épisode repris de façon plus développée, plus approfondie dans l'apocryphe appelé le livre d'Enoch. Plantard cite les deux, la Genèse et le livre d'Enoch. Et dans des écrits qui ne concernent pas Rennes le Château, comme la revue Circuit qu'il publie dans les années 60, donc à la même période où il va élaborer le mythe de Rennes, eh bien, il évoque de manière très claire sa croyance au fait qu'il y a une lignée occulte qui traverse l'humanité et que Jésus appartient à cette lignée. Il le dit clairement dans ses écrits qui ne concernent pas Rennes le Château. Donc en fait, pour moi, la réponse, elle tient à ça. Il est très clair que Plantard, outre les sujets qu'on a évoqués, était quand même habité par l'idée qu'il y avait une humanité dans l'humanité, une humanité issue d'un croisement extraordinaire, et c'est cette lignée cachée, secrète, extraordinaire, qu'il évoque aussi en filigrane du mythe de Rennes le Château. La lignée rouge, la roseline, c'est aussi ça pour Pierre Plantard, c'est cette lignée cachée, extraordinaire. Voilà, ça c'est ma réponse. Rassure-moi, d'après ce que tu as pu étudier, Plantard n'a jamais cru à la réception en plein territoire wisigoth-arien du rejeton mérovingien catholique. Il l'a avancé, mais il n'y croyait pas. Moi, pour moi, oui, parce que, pour moi, l'interprétation que j'en fais de Pierre Plantard, c'est que c'est un illusionniste. Donc, il a une méthodologie d'illusionniste. On crée un grand tour de magie, on crée un mythe, et ce mythe va, à l'insu des uns et des autres, transformer les uns et les autres. Donc, le but final, il était là. Il était de créer un grand tour de magie. La méthodologie de l'illusionnisme, si on le pousse jusqu'au bout, c'est-à-dire si on veut concevoir un tour parfait, il faut que l'illusionniste se mette en scène lui-même. C'est-à-dire qu'il doit faire partie de son tour de magie. Bon, je renvoie ceux qui le veulent au film de Christopher Nolan, Le Prestige, c'est exactement ça qui est dans ce film. C'est-à-dire que ça va pour réaliser le tour parfait, le tour d'illusionnisme parfait, il faut aller jusqu'au sacrifice de sa propre vie et se mettre soi-même en scène pour que personne ne puisse déceler le truc. À mon sens, c'est de cette façon-là que Plantard a procédé. C'est-à-dire qu'il s'est mis lui-même en scène pour incarner son mythe, et c'était le meilleur moyen de lui donner un corps, une réalité. Pourquoi ? Parce que si Pierre Plantard s'était présenté comme nous présentons, comme des chercheurs qui nous intéressons à un mystère, qui avons trouvé quelques documents, quelques signes sur les pierres, des choses bizarres qui nous posent question, et s'il était venu partager les quelques déductions qu'il avait pu tirer de ça, il est bien évident qu'il n'aurait pas eu l'aura qu'il a eu à l'époque. Il est arrivé en disant, voilà, je suis issu d'une lignée secrète, je suis le grand maître d'une société secrète,
Et ça lui a donné une aura fascinante, un magnétisme qu'il n'aurait pas eu s'il s'était présenté autrement. Donc à mon sens, il n'y a pas cru, mais ça faisait partie du tour de magie et c'était indispensable pour que la magie opère. Voilà. Excusez-moi, je pense que justement, M. Douzet en a parlé sur son site Périos. Moi, je préfère faire ça. Sur son site Périos, M. Douzet vous en parlait en disant que ça lui a permis aussi de s'approprier pas mal de documents. Cette image, entre guillemets, de grand monarque. Oui. Donc, je sais pas, vous pouvez en parler, prenez ma place. D'abord, merci Christian, parce que tu étais le seul à avoir de nous une vision différente, ou au moins de nous recevoir, sans qu'on soit obligé de venir avec une petite cloche comme les pestiférés. Périlos, ça m'est très délicat d'en parler parce qu'il y a eu des controverses. Tout ce que je peux dire, et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, et de toute façon je t'en parlerai en privé, depuis décembre, un archéologue va reprendre la relève. C'est plus André Douzet qui va s'occuper de Périlos, mais un archéologue. Les choses vont avoir une vision différente. Effectivement, il y a eu un certain nombre de documents qui sont remontés parce que ça a été un cheminement de recherche qui n'avait jamais été exploré et qui est parti en eau de boudin. Ça a été perdu, abîmé, voilà. On en a retrouvé une partie et effectivement on a retrouvé des allusions, pas directement, mais on a retrouvé des allusions à Plantard, à De Cherizet, et voir des anciens d'Aupoul, de la mairie, et surtout d'un restaurant qui prétendent que Plantard y était allé. Donc le fait que vous disiez comme il s'était approprié en fait le mythe du grand Oui, monarque, c'est ça. il a permis quand même devant des gens qui ont besoin de maîtres ou de rois, Oui. de venir à lui, d'avoir une aura, ce qui lui a permis de récupérer beaucoup de documents en fait. Oui. On ne s'explique toujours pas comment. Il y a quand même une chose, on peut critiquer Plantard sur pas mal de choses. Éventuellement, c'était un manipulateur. Et tous les manipulateurs sont aussi les premiers manipulés. Par qui, par quoi, on ne sait même pas qui nous manipule nous en fait. Peut-être on ne sait pas. On est quand même manipulé par des archétypes. Oui. Je ne parle pas forcément de genre humain, mais par des archétypes. Voilà, c'est. À propos de Plantard, on a eu il y a longtemps un contact, peut-être certains d'entre vous connaissaient, c'était Daniel Réju. Oui, je le connais. Et Daniel Réju avait avait fait une recherche qui avait été très importante. C'est vrai qu'à cette époque-là, encore une fois, c'était pas les accès étaient faciles parce que ça n'intéressait personne. Et c'est aussi en partie par Daniel Réju, avec qui j'ai fini par avoir des relations amicales le plus souvent possible à la maison. Et en effet, je crois que quand il est mort, il s'apprêtait à sortir un bouquin dans lequel le nom de Plantard apparaissait plusieurs fois sur des sources documentaires et effectivement une mise en place d'un personnage qui voulait apparaître peut-être autrement que sous la forme sous laquelle il apparaissait habituellement. C'est à peu près certain. Actuellement, oui, on envisage sans doute de ressortir le dernier manuscrit de Daniel Réju, où le nom de Plantard apparaît plusieurs fois. Il faut voir sur un plan légal les ayants droit, parce que ce n'est qu'un manuscrit, c'est un truc qui a été fait sur une machine à écrire. Et effectivement, j'avais noté, et ça m'a permis de travailler un petit peu sur le fameux Priorition qu'on avait édité. C'est vrai.